La Direction générale des impôts expose aux opérateurs économiques ivoiriens des nouvelles dispositions de l'année fiscale 2024. Dans le cadre de la présentation des nouvelles mesures contenues dans l'année fiscale 2024, une délégation de la Direction générale des impôts, conduite par M. Mbra Sylvestre, sous-directeur de la coopération fiscale internationale, a animé une conférence le jeudi 15 février au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, CCICI, au Plateau. Dans son mot de bienvenue, M. Ngoran Alphonse, chargé de l'appui aux entreprises de la CCICI, a traduit la reconnaissance de son administration à la Direction générale des impôts pour leur disponibilité. Il a situé le cadre de la rencontre qui permet à le membre d'appréhender les nouvelles dispositions de l'année fiscale 2024. À sa suite, M. Mbra Sylvestre, sous-directeur de la coopération fiscale internationale, assisté de M. Soro Kinyena, rédacteur à la direction de la législation, du contentieux et de la documentation, a présenté quelques mesures phares contenues dans l'année fiscale 2024. Le conférencier a mis l'accent sur l'ordonnance numéro 2023-719 du 13 septembre 2023 portant réforme des impôts sur les traitements et salaires ITS. Après la mesure que je veux présenter, c'est celle de l'article 5 qui institue une déclaration unique de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères et des cotisations sociales. Donc la mesure de l'article 5 vise à prévoir une déclaration unique. Et le but qui est recherché, il est double. Réduire la charge administrative des déclarants et puis ensuite éviter de faire de trop grands recoupements pour vérifier la fiabilité des déclarations. Donc ce serait une déclaration unique faite en ligne. La deuxième mesure technique ou de rationalisation du dispositif fiscal, c'est l'aménagement des dispositions du Code général des impôts relatifs au dépôt des états financiers. Article 10. Depuis quelques années, la Direction générale des impôts a basculé vers la télédéclaration. Là aussi, le but, c'est, on va dire, de réduire les procédures des contribuables. Donc, éviter aux dates d'échéance de faire des rangs dans les services des impôts. La réforme introduite par l'article 10 de l'année fiscale 2024 va consister à obliger certaines catégories d'entreprises à ne transmettre les états financiers de synthèse que par voie électronique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif étant nouveau, donc il y avait la possibilité pour certaines catégories d'entreprises de faire la déclaration soit de façon physique, comme ça se faisait avant, soit de faire la déclaration par voie électronique. Cette possibilité-là visait à prévenir également les risques de bug de notre système. Les entreprises qui relèvent de la direction des moyennes entreprises et puis celles qui relèvent de la direction des grandes entreprises. Donc ces entreprises-là sont désormais obligées de transmettre leurs états financiers uniquement par voie électronique. Cet article 10 également prévoit que les états financiers à transmettre doivent être établis sur la base du référentiel comptable SIS-COADA, améliorement des dispositions du Code général des impôts relatives aux paiements fractionnés en matière de droit de bail. Là aussi, on va dire l'article 539 du Code général des impôts qui prévoyait la possibilité pour les droits d'enregistrement sur le droit de bail, c'est-à-dire qu'il y a un droit d'enregistrement à payer sur le contrat de bail. Donc, pour cet impôt, l'article 539 prévoyait le paiement, la possibilité d'un paiement fractionné, donc à plusieurs échéances. L'article 26 de la loi fiscale 2024 a aménagé cette disposition-là en étendant la possibilité de paiement fractionné du droit de bail au cours dont la durée est supérieure à 10 ans, lorsque le montant du droit excède 25 millions de francs CFA. Donc on a fait qu'étendre la possibilité à d'autres types de baux, la possibilité de payer de façon fractionnée le droit de bail dû sur ce type de contrat. Comme intitulé, présentation de l'ordonnance numéro 2023-719 du 13 septembre 2023 portant réforme des ITS. Compte tenu de la mesure, il faut dire que cette ordonnance a institué, en ce qui concerne les salariés, un nouveau dispositif qui vise donc à simplifier
et à moderniser la détermination des impôts. La fusion des 3 impôts cédulaires. On a procédé à l'adoption d'une taxation progressive par tranche de salaire. Cette taxation progressive par tranche va donc remplacer la taxation mixte qu'on avait par le passé. Et à cela, on a ajouté un système de taux d'imposition progressif aussi en fonction des tranches des salaires. On a procédé donc à l'institution d'un mécanisme de réduction des impôts pour charges des familles en remplacement du quotient familial qui existait par le passé pour ne pas occulter la situation matrimoniale des salariés. Et dans cette réforme-là, il y a une tranche de salaire à laquelle on applique un taux nul, c'est-à-dire 0. Aussi, dans la réforme, il a été procédé au relèvement de la fraction exonérée des pensions de retraite, qui était initialement à 300 000 francs. Elle est portée à 320 000 francs. Et enfin, la réduction de 75% de l'impôt des personnes retraitées qui ont plus de 70 ans. Le revenu imposable comprend le montant total des traitements, salaire, pension et rente viagère et tous les avantages en argent ou en nature qui sont accordés aux salariés. Après l'exposé, les échanges qui ont suivi ont permis aux représentants de l'administration fiscale d'apporter des réponses pertinentes et rassurantes aux préoccupations soulevées. La réforme des ITS. Et dans votre exemple, vous avez dit que quand l'impôt brut à payer est supérieur à la réduction d'impôt pour charges familiales, on paye la différence. Maintenant, si c'est le contraire, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque l'impôt est supérieur, donc on fait la réduction et puis le reliquat est payé. Lorsque la réduction est supérieure à l'impôt, mais l'État va vous donner des lasins. Vous allez payer 0 impôt, c'est tout. Quand on achète le terrain, vraiment, c'est possible qu'on ne passe pas devant le notaire jusqu'à un certain temps. À quel moment on dit qu'on a acheté? Est-ce que c'est qu'on a acheté avant d'avoir la CD ou bien c'est après la CD? Quand vous vendez un terrain, quand vous vendez une maison, en principe, le contrat doit être fait par devant le notaire. C'est ce que la loi exige. Ce n'est même pas la loi fiscale, parce que le droit civil ivoirien. Le fait est que beaucoup de biens immobiliers, notamment des terrains, surtout les terrains villageois, sont acquis sans qu'un notaire soit appelé à instrumenter l'acte. Le Code général des impôts prévoit un droit de mutation, c'est un droit d'enregistrement, un droit de mutation de 4%. Avant c'était 10%, ça a été réduit à 4% sur les actes de mutation immobilière. Et ce droit est perçu au moment où le notaire va enregistrer l'acte de mutation. Le point clé de cette réforme-là, c'est de remplacer les attestations villageoises par ce qu'ils ont appelé une attestation de droit coutumier. C'est un document sécurisé. Un des objectifs, c'est d'éviter que le même terrain fasse l'objet de plusieurs attestations à des personnes différentes. Quelqu'un qui est retraité et qui crée une entreprise et donc qui se donne un salaire. Dans ce cas-là, comment les choses peuvent... C'est-à-dire comment lui fait sa déclaration? Mais la personne elle devient salariée. Elle est retraitée, donc il crée son entreprise dont elle est salariée. Donc elle va payer son impôt comme un salarié. Il est proposé de subordonner l'accomplissement de certaines procédures de formalité à la vie civile et de la vie économique à l'obligation de la situation fiscale. J'aimerais savoir si vous pouvez nous donner au moins la liste de l'ensemble de ces formalités civiles. Au niveau de l'article parlant des subordinations des bénéfices et avantages liés à l'immobilier, l'acquisition d'un permis de construire est subordonnée à un RF, une attestation de régularité fiscale. Et si le terrain déjà acquis, il y avait déjà d'autres dettes derrière, c'est-à-dire des engagements fiscaux
auprès du propriétaire, de l'ancien propriétaire qui ne l'avait pas honoré, ça incombe au nouveau propriétaire ou comment cela sera traité? L'accomplissement de certaines procédures et formalités de la vie civile et de la vie économique est subordonné à l'obligation pour les requérants de présenter une situation fiscale et douanière régulière par la production d'une attestation de régularité de situation fiscale et ou d'une attestation de régularité douanière. Les procédures et formalités concernées sont, pour les personnes morales, l'ouverture d'un compte bancaire, entreprise, l'abonnement aux services publics de distribution d'eau et d'électricité, les autorisations de licence pour les activités dont l'exercice est sujet à des licences, la mutation de biens immeubles, la cession de véhicules usagés entre particuliers. Pour les personnes physiques et morales, la conclusion d'un contrat de bail à usage professionnel ou d'habitation, la souscription d'un contrat d'assurance, dont notamment l'assurance automobile, le transfert de propriété de biens immobiliers, la demande d'un permis de construire et l'attestation d'exonération de taxes. Donc, toutes ces formalités-là, dès lors qu'une personne morale ou une personne physique, selon le cas, va engager la procédure pour ces formalités, cette personne, parmi les pièces qu'elle devra fournir, on va lui exiger une attestation de irrégularité de situation fiscale. Si vous acquérez un terrain sur lequel il y a des dettes fiscales, donc des arriérés d'impôts, en principe, dans la conclusion du contrat, et c'est un des intérêts pour lesquels la loi exige que ce type de contrat immobilier soit instrumenté par un notaire. Donc il appartiendra au notaire de mettre en évidence et l'actif et le passif liés au terrain. Parce qu'il peut même avoir une hypothèque sur le terrain. C'est-à-dire que le vendeur, il a mis son terrain à gage, il a emprunté de l'argent, et s'il ne paye pas cet argent-là, le terrain peut être récupéré. Donc il vous appartiendra, notamment à travers le notaire, de voir quelles sont les dettes qui grèvent le terrain. À tout état de cause, une fois que la transaction elle est passée, qu'elle est actée, et vous êtes le nouveau possesseur du terrain, l'administration fiscale va se tourner vers le nouveau possesseur du terrain. Quelles sont les conséquences du changement de l'annexe sur le régime d'entrepreneuriat des entrepreneurs? Qu'est-ce que ça va demander au fait comme changement? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut récolter la TVA, puisqu'on est aussi sur le régime simplifié? Le régime de l'entrepreneur n'a pas été impacté, n'a pas été modifié. C'est vrai qu'il peut y avoir des obligations à la charge d'un contribuable qui est dans le régime de l'entrepreneur, qui ont été modifiées par l'année fiscale, mais ça concerne, ces mêmes obligations-là concernent ceux des autres régimes. Dans le jargon fiscal, en Côte d'Ivoire, quand on parle d'entrepreneur, il s'agit d'une immatriculation dans un régime donné. Entrepreneur, micro-entreprise, vous ne payez pas de TVA, vous n'avez pas le droit de facturer de la TVA. Vous supportez une TVA dans vos rapports avec vos fournisseurs, donc ils vous facturent une TVA, mais que vous ne pouvez pas y récupérer en facturant et en déduisant. Donc dans le système fiscal, vous ne pouvez pas être entrepreneur et puis également être au RSI. Non. À la fin de la rencontre, ce sont des opérateurs économiques satisfaits qui ont bien voulu livrer leurs impressions. Mes impressions sont bonnes. Je pense qu'il est important de communiquer avec les usagers. Ça leur permet d'avoir suffisamment de données pour pouvoir travailler. Je dirais que cette formation est la bienvenue, en ce sens qu'il y a beaucoup de questions qu'on se posait qui ont été répondues à la formation. On a eu une très belle séance de formation
avec assez d'informations qu'on devait découvrir également. Et nous avons appris beaucoup de choses sur cette formation, notamment sur les ITS, sur la fusion des impôts et sur le formulaire unique. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.